Bon, mais bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Mathieu Menir. Je suis le responsable de la fonction renforcement des capacités du réseau 1 Québec. Au nom du réseau 1, j'ai le plaisir de vous souhaiter le bienvenue à ce deuxième webinaire de l'automne 2015. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Paul Morin, qui présenterait sur l'approche écossaise de la personnalisation des services sociaux, implications pour la première ligne au Québec. Donc, avant de commencer la présentation, avant de commencer, je vais tout d'abord vous rappeler de quelques petits consignes. Cette séance est enregistrée afin de pouvoir être conservée dans la bibliothèque des présentations pour le réseau 1. Donc, on vous invite à fermer tous vos micros pour permettre une meilleure qualité sonore de l'enregistrement. À la fin de la présentation, vous pouvez poser vos questions, puis il y a deux façons de poser les questions. Vous pouvez cliquer sur l'icône « Lever la main ». Okay? Donc, à ce moment-là, on va ouvrir votre micro, puis vous allez pouvoir poser votre question oralement. Puis, une autre façon qui est assez simple de poser vos questions, c'est par écrit. Donc, dans la boîte de questions, vous pouvez tout simplement écrire votre question, puis à la fin, je lirai les différentes questions qui ont été posées. Donc, maintenant, je vais présenter notre présentateur. Notre invité est Paul Morin. Donc, Paul est professeur titulaire et directeur de l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke. Il est également directeur scientifique de l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux des CIUS de l'Estrichus. Donc, un acronyme incroyable. Ses champs de recherche incluent le logement social, la santé mentale et aussi le développement des communautés. Donc, sans plus tarder, on va prendre une minute pour changer de présentateur et je cède la parole à Paul. Mais bonne conférence à tous. C'est ça? OK. Partager ma webcam, tu sais? Oui. OK. Et là, ça, on n'a pas parlé de ça? Est-ce que j'y vais? Oui. Donc, bien le bonjour. Donc, ils vont être après. Ils vont être après. OK, je m'excuse. Donc, c'est une première pour moi. Donc, d'abord, merci au Réseau 1 de m'avoir donné la possibilité de venir parler d'une de mes, si on peut parler ainsi, dernières passions là, au niveau de ce qui se déroule en Écosse, particulièrement justement au niveau là, de la personnalisation des services sociaux, en regard justement de l'implication pour la première ligne ici au Québec. Donc, d'entrée de jeu, je dois dire au niveau du divulgation de soutien commercial, il n'y a aucun soutien commercial, il n'y a pas de relation avec des intérêts commerciaux, c'est sans objet. Donc, par rapport à la présentation comme telle au niveau du plan de la présentation, donc une brève introduction là, pour mettre un peu en contexte là, les travaux récents et donc par la suite une définition là, de la personnalisation des services qui, d'entrée de jeu, je tiens à préciser, est un mot-clé, non seulement en Écosse, mais pour l'ensemble du Royaume-Uni par rapport à plusieurs politiques sociales et non pas uniquement par rapport au domaine de la santé et des services sociaux. Il y a, et par la suite, de la façon dont je vais déployer la présentation, il y a trois principes d'action qui sont au cœur de la personnalisation des services sociaux, c'est-à-dire la centration sur les effets, ce qu'on appelle plus communément outcome, les outcomes, donc, et autant pour la centration sur les effets que pour les deux autres principes d'action qui sont la valorisation des savoirs et la coproduction. Je vais faire une synthèse au niveau de
discours, enfin, qu'est-ce qui est mis dans les écrits par rapport à ces différents principes d'action-là, quelques pratiques par rapport à chacun de ces principes d'action-là et les différentes implications que j'ai discernées par rapport à la première ligne ici au Québec et finalement, bon, une conclusion générale là, donc, au niveau de l'introduction, ce qui est important d'avoir en tête d'entrée de jeu, c'est que les travaux que l'on a réalisés au sein de par rapport à la personnalisation des services sociaux se déroulent au sein de l'Institut. Enfin, si on veut y aller de façon chronologique, ils ont commencé quand on était un centre affilié universitaire. Pour la petite histoire et en même temps peut-être que ça peut vous intéresser, enfin je l'espère, c'est que bon, je vais commencer à m'intéresser, moi et mes collègues, mais moi plus personnellement, quand j'ai suivi une formation au Kansas là, en 2011, en septembre 2011, qui portait avec d'autres collègues du Québec sur l'approche par les forces dans le domaine de la santé mentale et les gens là-bas nous ont expliqué que les équipes de suivi dans le domaine de la santé mentale qui utilisent l'approche par les forces là-bas avec 4 indicateurs là, de résultats par rapport justement à la différence que l'intervention faisait dans la vie des gens. Est-ce que, par exemple, les gens ont accès à l'éducation supérieure? Est-ce qu'ils vivent en logement? Est-ce qu'ils ont un travail salarié? Qu'en est-il au niveau justement de pouvoir ne pas être hospitalisé? Et bon, de fil en aiguille, cette information-là m'a je peux parler ainsi, m'a inspiré et bon, je me suis mis à réseauter un peu là, sur la toile et bon, en bout de piste, je suis arrivé en Écosse sur un site qui s'appelle l'IRIS, Institute for Research and Innovation in Social Services. C'est ce qui m'a amené à faire un premier voyage en Écosse. Et par la suite, bon, j'en ai 3 autres voyages ont eu lieu avec soit un collègue proche, Sébastien Carrier, qui est un jeune collègue à l'École de travail social à l'Université de Sherbrooke, qui a obtenu un CRSH pour faire une recension des écrits justement sur la personnalisation des services sociaux et il a publié bon, ses résultats justement dans le dernier numéro de la revue Intervention, qui est la revue professionnelle de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux. Et on a réalisé, il y a 1 an, presque exactement, une 4e mission où on était à la fois 4 professeurs, une gestionnaire du C3S UVS, aussi bon, deux étudiants. Et là, encore une fois, comme dans les autres missions, on a rencontré plusieurs personnes, là, soit des intervenants, des gestionnaires, des usagers, des proches. Et finalement, la dernière mission que je l'ai réalisée en solo là, au mois de juin dernier, où j'ai passé tout le mois de juin à réaliser 15 entrevues, enfin, entre autres 15 entrevues dans une région qui s'appelle North Lanarkshire, qui est la 4e région la plus peuplée d'Écosse, qui est à l'ouest de Glasgow, qui est une, j'en parlerai tantôt, là, mais pourquoi le North Lanarkshire? C'est parce que c'est une région là, qui est considérée effectivement à l'avant-garde en Écosse par rapport à la personnalisation des services sociaux. Donc, ça pour dire que la présentation aujourd'hui s'appuie sur une recension des écrits, mais aussi sur différentes entrevues qui ont été réalisées là, depuis quelques années. Et donc, je pense qu'il parle un peu de la richesse là, de ce qui se déroule là-bas. Par rapport à la thématique de la personnalisation comme telle, bon, il y a plusieurs définitions, évidemment. Ce qui est important d'entrée de jeu de saisir, c'est que la personnalisation, elle vise d'emblée le renforcement des capacités des personnes et des communautés en termes de choix et de contrôle. Donc, ici, j'insiste vraiment sur ces 2 termes-là, choice and control, choix et contrôle, qui sont vraiment au cœur de ce qui se déroule non seulement en Écosse, mais au Royaume-Uni. Il y a eu vraiment un virage là, depuis on peut dire une dizaine d'années, non seulement en Écosse, mais au Royaume-Uni, dans le domaine de la santé et des services sociaux, comment on peut effectivement faire en sorte que les individus et les proches, quand on parle des individus, c'est les usagers et les proches. Il faut vraiment avoir ça en tête. Donc, que les individus, les usagers et les proches aient effectivement plus de choix et de contrôle. Donc,
peut l'illustrer juste pour vous dire à quel point ils ont été en termes de mécanismes. Là, ils ont maintenant ce qu'on appelle là, des budgets personnalisés qui ont été introduits dans le domaine des services sociaux, et maintenant qui sont exportés dans le domaine de la santé. Donc, c'est vraiment cette idée-là, comment on peut faire effectivement que les individus aient plus de choix. Donc, ça amène tout un enjeu là, qui dispense des services. Est-ce que c'est uniquement, maintenant c'est plus uniquement les services publics, c'est les organismes communautaires, c'est aussi évidemment le privé à but lucratif. Et l'idée du contrôle, ben c'est aussi, j'en parlerai tantôt, c'est aussi l'idée justement là, de budget personnalisé. Et donc ça, c'est les individus, mais en parallèle à ça, il y a aussi l'idée du renforcement des communautés, ce qu'on appelle en anglais le community building. C'est sûr qu'ici, quand on en parle au Québec, les gens, quand on parle de personnalisation, même des gens qui sont actifs dans le milieu de l'action communautaire ont de la difficulté, je comprends très bien, à saisir que quand on parle de personnalisation, c'est pas uniquement en fonction juste des individus, mais aussi en fonction des communautés. Mais bon, c'est tel quel. Et donc, comment se dépend, dans cette perspective-là, dans cette optique-là de renforcer les capacités des personnes et des communautés, il importe de centrer l'intervention sur la personne, ses forces, ses capacités et ses besoins, laquelle sera suivie par des services personnalisés et choisis. Donc, par rapport, par exemple, avec des thématiques comme bon, l'empowerment ou encore l'approche par les forces, la personnalisation est tout à fait en lien avec ces idées-là. Puis bon, ici au Québec, par exemple, juste par association d'idées, si on pense à ce que le ministère a voulu mettre, a mis de l'avant quand même depuis un certain nombre d'années par rapport au plan de services individualisés ou au plan d'intervention intersectorielle, on est dans cette logique-là de services personnalisés. Sauf que en Écosse, au Royaume-Uni, ils l'ont vraiment fait comme une règle, une norme. C'est vraiment rendu maintenant une norme. Et donc, il y a cette idée-là centrée sur la personne, ses forces et ses capacités. Et par rapport à la communauté, ben, c'est effectivement comment faire en sorte que, oui, il y a des services qui sont dispensés, oui, il y a des services qui sont choisis par les personnes, par les proches aussi, mais comment effectivement tout cela s'insère dans une approche intégrée, ancrée dans la communauté qui va bénéficier à tous et à toutes. Donc, c'est une définition là, qui peut varier là, selon qu'elle est décrite par des organismes en Angleterre ou au Pays de Galles ou en Écosse, mais grosso modo, là, en Écosse, ça réfère à ces différents aspects-là que je décris. Par rapport au premier principe d'action, qui est la centration sur les effets, ça ici, c'est, selon moi, selon nous, ça constitue vraiment une très grande originalité de ce qui est mis de l'avant là, en Écosse, au Royaume-Uni. Mais bon, parlons. Et une des difficultés sémantiques de traduire outcome, parce que bon, on pouvait le traduire en français par résultat, mais ici c'est un terme qui est relativement assez plombé parce qu'on parle de gestion par les résultats et c'est vraiment cette distinction-là, puis bon, j'y reviendrai tantôt, entre output et outcome. On est vraiment dans cette idée-là de circonscrire la différence que font les services sociaux dans la vie des gens. Et en termes contextuels, ce qui est important d'avoir, on est plus sur cet aspect-là avant que je déploie la suite, c'est qu'il y a eu un rapport extrêmement important qui a été publié par le gouvernement écossais en 2011, qui est le rapport Christie, qui porte sur l'avenir des services publics en Écosse. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que l'Écosse, comme l'Italie, comme le Québec, est une société qui vieillit rapidement, avec là aussi des enjeux importants en termes de ressources disponibles, ressources financières évidemment. Donc, c'est une réflexion en profondeur qui a été faite dans le cadre de ce rapport-là et en grande synthèse, le rapport mettait de l'avant l'importance de moderniser, oui, mais de s'appuyer sur les ressources de la communauté. Donc, tout cet aspect-là de community building, de faire le pont avec des services individualisés,
d'associer dispensation des services, mais aussi de travailler en amont en termes d'agir sur les déterminants sociaux de la santé et de s'appuyer sur les forces et les potentialités de la communauté. On le retrouve dans le rapport Christie, qui a énormément influencé la suite des choses. Et le point que, par la suite, bon, j'ai mis simplement quelques, je pourrais m'étendre longuement sur chacun d'entre eux, mais le point que je voulais faire ici, c'est que ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'en Écosse, vous avez 32 councils qui sont des formes de gouvernements territoriaux, c'est des élus, et donc ils gèrent l'éducation, par exemple, les services sociaux, et bon, maintenant, avec le Public Bodies Act de 2014 qui met de l'avant l'intégration des services de santé, des services sociaux. Il va même y avoir une partie des services sociaux qui vont être, des services de santé, pardon, qui vont être gérés par ces councils-là. Et ce qui est important d'avoir en tête, c'est que il y a comme une logique verticale, c'est que le gouvernement écossais se fixe des objectifs, des outcomes, des résultats à atteindre. Ça descend au niveau des councils et par la suite, bon, ben, ça se déploie, pardon, au niveau de l'intervention. Et un terme qui est mis de l'avant en Écosse, mais aussi qu'on trouve aussi beaucoup au niveau du Royaume-Uni, value for money. Est-ce qu'effectivement, on en a, pour le dire un peu en québécois, est-ce qu'on en a pour notre argent en regard de tout ce qui est investi dans les services publics. Et ce qui est intéressant par rapport à l'Écosse, justement, par rapport à ce qu'on vit ici, et par rapport aussi à l'Angleterre, c'est qu'en Écosse, les politiques sociales mettent l'accent, oui, sur la transformation des services publics, mais toujours dans une optique de justice sociale, contrairement en Angleterre, où, bon, c'est un gouvernement conservateur qui, lui aussi, met de l'avant une logique de personnalisation des services, mais avec l'accroissement des inégalités sociales et tout, ce qui n'est absolument pas le cas en Écosse. Et l'autre élément que j'ai voulu mettre, j'ai fait allusion tantôt, le terme qui est utilisé pour des services personnalisés où il y a des argent qui sont des sommes qui sont contrôlées par des usagers, par des proches, c'est ce qu'on appelle le self-directed support, où effectivement, bon, en fonction, bon, si effectivement différents critères, mais si effectivement, dont un exemple, tu es une personne qui a un syndrome d'Asperger et que, bon, en fonction de l'évaluation qui est faite, tu as droit à tant de milliers de livres sterling, bon, ben ces livres sterling-là, tu vas, toi, décider, évidemment, en dialogue, bon, avec le travailleur social, bon, ben, est-ce que effectivement c'est des services publics que tu vas acheter, c'est-tu des services dans le secteur communautaire ou des services dans le secteur privé à but lucratif? Mais bon, pour être sur la centration des effets, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est cette idée-là que dans un rôle, et ça c'est vraiment le cœur c'est vraiment le centre de ce qui se déroule là-bas par rapport à la personnalisation des services. Dans un rôle prospectif, les effets désirés deviennent le fil d'Ariane qui guide toutes les étapes du processus d'intervention, de l'analyse de la demande à l'évaluation de l'intervention. Cette centration sur les effets permet alors de mieux diriger les différentes étapes de l'intervention, de cerner les pratiques, les services et le contexte en regard de leur influence sur les effets dans la vie des personnes concernées. Donc, la nature de la base informationnelle, ces outils, ces indicateurs devraient permettre alors de circonscrire s'il y a eu atteindre les objectifs de la personne. Donc, en synthèse, ce qui est important d'avoir en tête, parce que de toute façon, c'est tout ça qu'on apprend dans les écoles de travail social, et pas juste en travail social, c'est que dans le fond, il y a une évaluation qui est faite avec la personne, les individus ont, un individu a telle difficulté dans sa vie, puis bon, on cherche à faire effectivement une différence avec l'intervention. Mais eux, ce qu'ils ont cherché à faire, c'est faire en sorte qu'effectivement, l'objectif que l'on veut atteindre soit vraiment la centration de l'ensemble de l'information. Et donc, ça ici, c'est un tableau qu'on a traduit, mais qui est utilisé dans les formations en Écosse pour montrer justement la différence entre input et output. Et essentiellement, ce qu'on cherche à dire, à faire visualiser aux gens là-dedans, c'est qu'effectivement, que ce soit un mère ou une mère de famille qui fait un gâteau pour son enfant, un gâteau de fête, le produit, c'est le gâteau qui demande certains ingrédients, puis bon, il y a tout un processus. Mais en bout de piste, c'est l'enfant qui est heureux, c'est le outcome qui nous importe. Et il
font justement le parallèle. Bon, ben, qu'est-ce que c'est pour l'usager? Ça serait effectivement l'impact pour l'usager. Et donc, vous voyez, c'est quelque chose de tout simple, mais pour illustrer justement que quand on parle de la centration sur les résultats, par rapport sur les résultats, ben, on utilise là, une analogie très simple. Ce qui est important d'avoir en tête aussi, évidemment, vous comprendrez que c'est tout un changement de culture, c'est un changement paradigmatique. Et là, je m'appuie beaucoup sur les entrevues que j'ai réalisées, entre autres, l'été dernier, au North Lanarkshire, ce qui est mis de l'avant, et encore une fois, on ne dira pas que c'est beau, c'est faire un tableau d'Épinal en Écosse, mais bon, dans le North Lanarkshire, ce qu'on cherchait à faire depuis une dizaine d'années, c'est mettre de l'avant, et le concept qui est en place, c'est de Whole System Approach, qui implique un changement de culture organisationnelle. C'est notamment traduit par le passage d'un service de formation, ce qu'on appelle training, à un service de développement organisationnel et de formation continue. Et pour justement les gestionnaires, parce qu'essentiellement, la très grande majorité des entrevues que j'ai réalisées cet été, c'est avec des gestionnaires seniors, des cadres supérieurs. Et ces personnes-là, substance qu'ils m'ont dit, c'est que tout ceci, ce changement de culture organisationnelle ne peut se faire que si on a effectivement une organisation centrée sur les valeurs, core business, et donc il en découle que les usagers, les proches sont centraux, mais également, évidemment, le personnel. Donc, on n'est plus, par rapport à l'intervention, donc là, je parlais de plus la dimension organisationnelle. Par rapport à l'intervention, c'est pas simplement là, de documenter, de cocher une case puis de dire, bon, est-ce que la personne effectivement a atteint son objectif? On est plus dans une logique de documenter la qualité, c'est-à-dire la différence qui a été produite dans la vie des personnes. Ici, un exemple là, que je donne, c'est aussi que tout ceci dans le North Lanarkshire s'appuie sur des avancées technologiques. Comme par exemple, comme je l'ai mentionné tantôt, ils ont plusieurs personnes dans le North Lanarkshire ou ailleurs qui ont 75, 85 ans et plus et qui veulent demeurer à la maison. Donc, ils ont mis sur pied un programme qui s'appelle Communauté Alarme. Et ce programme s'appuie sur un important support électronique domiciliaire qui permet aux personnes visées par le programme d'avoir accès à des opérateurs. Donc, c'est des personnes qui sont formées à recevoir des appels. Ce n'est pas nécessairement des intervenants, c'est du 24/7. Qui ont l'information pertinente quant à la personne au téléphone. Donc, ils ont accès à des informations sur son réseau personnel, sur la médication qu'elle prend, sur les difficultés. Et il y a aussi des senseurs électroniques là, quand c'est nécessaire pour ces personnes-là. Donc, c'est un moment pour rentrer dans les détails, mais il y a vraiment un investissement technologique très fort et donc, si on veut effectivement faire du soutien à domicile, ben, il faut se donner les moyens pour faire en sorte d'être capable de suivre les gens et de les sécuriser par rapport aux difficultés que ces personnes-là vivent. Et ici, c'est une gestionnaire, quand je dis pour elle, pour une gestionnaire, par rapport justement aux pratiques centrées sur les effets, la question importante a trait au choix et au contrôle de la personne. Et donc, c'est dans cette logique-là que la personne doit toujours être envisagée de façon holistique, comme une personne de la communauté qui peut y contribuer si elle le souhaite. Puis bon, évidemment, l'application de ce principe varie selon les travailleurs sociaux et les dispensateurs de services. Et vous voyez ça ici, on enseigne ça et ça réfère à d'autres outils dans le domaine du travail social. Et j'utilise la métaphore des feux de signalisation, c'est-à-dire que là, on parle du réseau social de la personne. Si c'est juste des gens qui sont payés dans le réseau, ben, il y a un feu rouge. Si c'est des personnes comme elles qui ont le même handicap ou même difficulté, on est dans l'orange, mais le vert, c'est un réseau normal. Par rapport à toujours aux centrations sur les effets, et ici c'est plus la dimension de lien qui est faite par rapport au domaine médical. Dans le Public Bodies Act de 2014, bon, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a plusieurs médecins qui sont cyniques face à la création des communautés health partnership, puisqu'il y a 10 ans, les local care authorities ont été abolis alors qu'ils assuraient ce lien entre la planification et les soins primaires dispensés par les general practitioners, les médecins de famille. Mais il y a aussi quand même la possibilité pour les travailleurs sociaux et autres professionnels de participer à des Areas Clinic Forum. Donc, j'ai mis ça ici dans le sens que pour montrer à quel point cet enjeu-là d'avoir des services qui sont territorialisés, qui sont réseautés, est extrêmement important si on veut y arriver effectivement à mettre de l'avant une approche centrée là, sur les effets. Donc, par rapport à ce principe d'action-là, les implications pour la première ligne au Québec que j'ai singularisées, c'est que
selon notre analyse, la centration sur les effets comme dimension mobilisatrice du personnel, des usagers et des proches, ça fonctionne. Les gens aiment ça et c'est mobilisant. Mais évidemment, ça prend une approche globale qui est nécessaire et ce que j'ai pu observer en Lancashire, en comparaison avec d'autres, c'est que les gestionnaires seniors ont un rôle majeur, un leadership important à jouer. Et je reviens sur la question du soutien à domicile efficace. Ça nécessite un soutien électronique. Sur le deuxième principe d'action, qui est la valorisation des savoirs, que j'ai un peu moins travaillé, parce que bon, toujours une question de temps, je vois le temps filer. Ça l'implique, et ça c'est aussi peut-être plus dans l'air du temps qu'on connaît ici au Québec, on parle du patient partenaire et tout, là, on est moins sur la centration sur les effets. Ça implique de reconnaître et de valoriser les savoirs des usagers des services sociaux sur tous les plans, que ce soit par exemple dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques, la formation académique ou dans l'intervention, et la valorisation de ces savoirs est associée à deux notions, la personne usagère comme experte et le croisement et la complémentarité des savoirs. L'usager est ainsi reconnu comme un acteur en situation. Donc ici, la particularité par rapport au Québec, c'est qu'on parle du savoir des usagers et des services sociaux. Et ça va, par exemple, c'est peut-être un exemple limite, mais qui montre bien ce que les Écossais cherchent à faire. Ils sont reconnus au niveau international par rapport à leur stratégie au niveau là, de maladie d'Alzheimer. Et au niveau national, il y a même un comité consultatif composé uniquement de personnes qui ont cette maladie-là. Et il y a également un comité qui regroupe des proches. Et on a toujours à cœur de ne pas créer de ghetto, là, même si on valorise le savoir, si on met l'accent sur le maintien et l'insertion dans la communauté. Aussi, au niveau des councils, on cherche, ça provient d'un autre, c'est bon pour le Northern Lancashire, mais ici, c'est plus la région du Midlothian, proche d'Édimbourg. Le council, la structure cherche à susciter la participation des usagers, notamment sur le plan local. Le gestionnaire donne l'exemple de personnes déficientes intellectuelles qui, grâce à l'aide de groupes d'advocacy, ont pu identifier les crimes haineux comme un enjeu. Donc, on se situe dans une logique ascendante et la gestionnaire est bien consciente d'enjeux comme le tokenisme, c'est-à-dire que, tu sais, les usagers jouent un peu un rôle de faire part, mais en réalité, ils n'ont pas de pouvoir, et le déséquilibre dans la balance de pouvoir. Et donc, des sondages sont régulièrement faits auprès des usagers pour savoir si notamment si ceux-ci estiment qu'ils sont impliqués. Par rapport justement à la valorisation des savoirs, et ça c'est tout à fait en lien, le travail social, ce qu'on nous a dit là-bas, le travail social sort d'une période de 20 ans où tout était réglementé et où la dimension technique dominait. Les relations sont de nouveau à l'ordre du jour. Donc, dans cette idée-là, de mettre l'accent justement sur une relation, sur le dialogue, ben maintenant, c'est non seulement en Écosse, mais au Royaume-Uni, la participation, l'implication des usagers, des proches, c'est une dimension de l'agrément des écoles de travail social. Donc, quand j'y étais au mois de juin dernier, j'ai pu rencontrer des collègues, entre autres de l'Université Sterling, et vous avez même à l'Université Sterling des usagers qui participent au comité qui acceptent les étudiants. Et donc, ils ont vraiment développé tout un cursus qui fait en sorte que l'ensemble de la formation, les usagers, les proches interviennent à des moments bien spécifiques. Bon. Donc, c'est une valorisation, mais toujours pour montrer un peu l'idée de la congruence. C'est important d'avoir justement au niveau académique, quand on commence ça au niveau de la formation, on a plus de chances qu'effectivement cette valorisation des savoirs-là va continuer quand les étudiants vont être des professionnels. Donc, en termes d'implication, au niveau de la première ligne, ce que j'ai singularisé, parce qu'ici au Québec, c'est très peu développé, c'est pas dans le secteur public à tout le moins, c'est possible de valoriser le savoir d'expérience des usagers et des proches quant aux services sociaux, tant en termes individuels et collectifs, et que c'est possible effectivement que ce savoir-là, que cette valorisation des savoirs-là soit insérée dans une formation académique en termes que ce soit structuré et structurant. Finalement, le dernier principe d'action qui est la coproduction, c'est un principe d'action par lequel les diverses parties prenantes d'un système mettent leurs compétences, connaissances, expériences et ressources en commun afin de travailler ensemble pour améliorer la qualité des services. Donc, 3 notions clés qui sont associées à la coproduction, c'est les capacités. Donc, on reconnaît qu'effectivement, que ce soit les individus, les communautés qui ont des capacités qu'on doit mettre à profit et qu'on doit co-produire, co-construire, coproduire avec elles, avec ces personnes-là, ces communautés-là, la réciprocité, c'est-à-dire qu'on se situe dans une dynamique dialogique et que les institutions publiques, les ressources communautaires doivent faciliter effectivement cette co-construction-là, cette coproduction-là.
Bon, ça, c'est sûr que c'est particulier, puis bon, c'est différent de nous. Ici, quand on dit que les services sociaux connaissent le discours et la pratique de la coproduction, car ils sont habitués à donner des contrats, eux autres se situent dans une logique de quasi-marché, c'est-à-dire que ce qu'ils appellent le commissioning, c'est-à-dire qu'à intervalles réguliers, il y a des sommes qui sont disponibles pour dispenser tel service. Et bon, ben là, il y a des promoteurs qui vont soumissionner et bon, ben là, les autorités publiques vont effectivement décider qui va l'avoir. Donc, ça se situe dans cette logique-là de coproduction. Le Glasgow Council, c'est simplement un exemple que j'ai voulu donner parce que c'est la ville principale d'Écosse, là, où ils ont cherché à ils ont développé, pardon, un projet tout récent qui s'appelle Thriving Place dans 3 territoires très défavorisés de Glasgow, pour mettre l'accent justement sur l'engagement de la population et de différents services publics pour faire en sorte qu'on soit moins dans une logique de service. Ici, j'ai voulu donner un exemple justement de co-commissioning, c'est-à-dire que c'était une résidence qui était gérée par un organisme catholique qui hébergeait 70 personnes déficientes intellectuelles. Donc, dans l'optique du Person-Centered Planning, ces personnes et les membres de leur famille ont été impliqués dans le choix par les autorités locales d'un nouveau fournisseur de services. D'abord, 9 ressources ont été invitées à se présenter à ces personnes et celles qui avaient le meilleur dossier sur papier, n'ont même pas passé cette étape. Donc, 5 ressources ont par la suite été interviewées en présence d'usagers de proches. Ceux-ci avaient préparé des questions très axées sur leur quotidien. Cette expérience a été systématisée. Là, ici, on est dans le territoire du Mid-Lothian et est devenu un modèle pour le co-commissioning. Donc, vous voyez un peu cette idée-là. Les autorités publiques veulent donner un contrat à des fournisseurs de services. C'est une compétition, mais l'idée d'associer les usagers et les proches dans le choix du fournisseur de services est une forme de coproduction. Ici, c'est un exemple qui provient du North Lanarkshire. C'est le Voluntary Action North Lanarkshire qui est un organisme, un umbrella, un organisme parapluie qui a obtenu 1 million de livres sterling du Council dans le cadre d'un programme Integrated Care Fund. Et l'organisme a réussi aussi à obtenir un autre million. Et donc, c'est assez particulier parce que c'est cet organisme parapluie-là qui gère ces argents-là et qui les redistribue à d'autres organismes communautaires, toujours dans une logique de coproduction de services. En termes d'implication au niveau de la coproduction, bon, je reviens à l'enjeu des réseaux, ce qu'on appelle au Québec des réseaux locaux de services, mais là-bas, dans le North Lanarkshire et dans quelques autres territoires, les ressources communautaires sont vraiment très associées à la coproduction et c'est un vecteur clé de la coproduction. Et l'idée des pratiques intégrées, bien, on ne peut pas, dans une logique de personnalisation, encore une fois, lorsqu'on travaille avec et pour les personnes et les communautés, on est dans une logique de pratiques intégrées. Parce que, bon, si on veut justement agir sur les déterminants sociaux, il faut être dans une logique de pratiques intégrées. Donc, en conclusion, en finale, il y a, selon nous, une nécessité d'une congruence dans les politiques publiques quand on veut miser sur les forces des personnes et des communautés. Parce qu'encore une fois, il y a une différence très forte entre l'Écosse et l'Angleterre par rapport à la personnalisation, où en Angleterre, on se situe beaucoup plus dans une logique de marché et d'usager de consommateurs, et on n'est pas du tout dans la justice sociale. Et tandis qu'en Écosse, on cherche beaucoup plus à faire cette jonction-là entre justement les forces des personnes et des communautés. Vous avez, par exemple, un Empowerment Bill, comme ça qui s'appelle, qui a été passé par l'Assemblée d'Écosse, le Parlement d'Écosse l'année passée, qui cherche justement à développer, à favoriser l'empowerment des communautés en Écosse. C'est possible d'avoir un leadership de contenu dans le domaine des services sociaux de première ligne. Évidemment, je ne peux parler, mais ça prend aussi un soutien ministériel. Et bon, à l'intérieur d'un ministère écossais, il y a une équipe qui s'appelle le Joint Improvement Team qui donne soutien aux organismes là, de première ligne. J'ai aussi singularisé, bon, c'est pas propre à l'Écosse, mais bon, pour moi, l'Écosse démontre encore une fois qu'au-delà des politiques, c'est l'implication des hommes et des femmes qui font les institutions. Donc, quand vous avez effectivement des hommes et des femmes qui adhèrent à ces valeurs-là et qui, malgré, là aussi en Écosse, ils sont dans les logiques d'austérité, mais ces hommes et ces femmes-là adhèrent aux valeurs de base de justice sociale et cherchent effectivement à mettre de l'avant, autant que faire se peut, les idées de choix et de contrôle, ben c'est possible de faire avancer l'ensemble
l'ensemble de ces institutions-là en partenariat avec les communautés et les différentes ressources. Dans le North Lanarkshire, où c'est là où j'ai le plus travaillé l'été dernier, les facteurs de succès que j'ai identifiés, c'est cette idée-là, je l'ai mentionné tantôt. Si on veut effectivement agir de façon holistique, ça prend une approche globale, ou en anglais Whole System Approach, où on peut effectivement associer l'ensemble du personnel. Bon, juste donner un exemple, là, lorsqu'ils ont pris ce virage-là au début des années 2000, fin des années 90, la formation du personnel a été donnée par les gestionnaires seniors. Donc, ils payaient d'elles-mêmes de leur personne et montraient qu'ils y adhéraient et qu'ils possédaient le contenu. Évidemment, si on veut travailler de façon partenariale, ça prend une relation de confiance entre les différentes parties prenantes du territoire. Et dans le North Lanarkshire, un facteur clé de succès, c'est cette continuité-là qu'on nous a dit des gestionnaires qui sont demeurés dans les postes clés. Et donc, ça aussi, ça favorise la relation de confiance, cette continuité-là des gestionnaires dans les différents postes clés. Donc, c'était la finale. Je vous remercie. Donc, c'est le temps des questions. Merci beaucoup, Paul. Excellente présentation. Donc, je vais reprendre le contrôle de la présentation, mais en attendant, je vais vous poser une question. Puis ma question rejoint aussi une question qui a été posée par la directrice de notre Réseau 1 Québec. Vous avez parlé beaucoup de choses qu'on peut apprendre de North Lanarkshire. Peut-être que vous pouvez aussi parler des choses que vous avez observées, des bons coups de notre réseau, de notre système de santé, pour lequel North Lanarkshire peut s'inspirer pour améliorer encore plus leur service. Boy! Écoutez, spontanément, ce qui me vient, c'est le fait que, bon, nous, au Québec, on a intégré les services de santé et les services sociaux depuis fort longtemps. Bon, c'est ce qu'on a appelé les centres locaux de services communautaires. Eux, en Écosse, ils commencent simplement à intégrer différents aspects des services de santé dans les services sociaux. Donc, cette dimension-là d'intégration des services sociaux avec les services de santé, ça les intéressait de savoir les enjeux et bon, ça, c'est un aspect. L'autre aspect qu'on a partagé souvent avec eux autres, c'est au niveau des services de première ligne, c'est nos pratiques d'action communautaire au Québec. Eux, déjà eu une époque où il y en avait, mais bon, ils ont laissé aller. Ça, c'est même plus enseigné dans les écoles de travail social. C'est justement le community building, l'action communautaire, le développement des communautés. Donc, eux étaient très intéressés à entendre parler de ce qui se déroulait au Québec au niveau justement des organisateurs, organisatrices communautaires en CLSC ou enfin en C3S et comment effectivement on était capable de faire cette jonction-là en termes de pratiques intégrées entre le développement des communautés et les services de première ligne. Et en final, il y a aussi comme ailleurs, bon, tout le travail au niveau justement là, d'agir sur les déterminants sociaux de la santé, ça les intéressait. Donc, c'est ce qui me vient. OK, super, merci pour la réponse. Donc là, je vais juste ouvrir la période des questions pour tout le monde. Donc, je vais juste vous rappeler qu'il y a deux façons de poser vos questions. Vous pouvez lever votre main. Donc, comme ça, on va vous donner le contrôle, puis vous pouvez poser votre question oralement. Sinon, vous pouvez aussi juste écrire votre question dans la boîte de questions. Puis, je vais lire les questions au fur et à mesure qui sont posées. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions dans la boîte de questions. Peut-être que j'aimerais peut-être voir les différents rappels qui participent à ce webinaire aujourd'hui. En particulier, je sais qu'il y a plusieurs personnes à l'Université de Montréal qui ont développé une forte leadership en implication des patients, des usagers, des communautés dans les soins. Puis, j'aimerais peut-être les entendre réagir à votre présentation. Je pense notamment à quelqu'un comme Antoine Boivin ou Marie-Dominique Beaulieu. Si vous êtes sur l'appel, est-ce que vous pouvez juste réagir rapidement à ce que M. Morin a présenté aujourd'hui?
Daniel, est-ce que tu vois des mains levées? Oui, j'en vois une de Jeannie Haggerty. Ah, OK, parfait. Est-ce que, bon, on va laisser Ginny poser sa question. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Merci. Merci beaucoup, Paul, pour cette présentation. C'est fort intéressant. Je voulais juste revenir sur... on a eu une réunion la semaine passée qui réunissait les acteurs concernés par la recherche et la mobilisation des connaissances sur la thématique de la première ligne au Québec. Donc, c'était les acteurs de Réseau 1 Québec, l'unité soutien et les 2 instituts universitaires de première ligne en services et services sociaux. Donc, vous étiez présente pour la réunion. On a toujours eu en Réseau 1 une volonté d'élargir la première ligne au-delà de la médecine familiale ou de la première ligne médicale, mais on a vraiment sorti de la journée avec une constat très, très forte d'être plus intentionnel par rapport à l'intégration du côté social à notre pensée de la première ligne. Donc, la question que j'ai, c'est, moi je vois dans la personnalisation des services sociaux, un langage commun qui peut aller avec la personnalisation de services en services médicaux de première ligne. Est-ce que, j'aimerais juste que vous nous parliez un peu de sur quel type de problématique est-ce qu'on pourrait commencer à agir ensemble, à trouver des alliés en services sociaux pour lesquels on pourrait travailler ensemble autour des problèmes concrets. Je ne sais pas si ma question est claire, mais juste, est-ce qu'il y a des... Mais c'est ça. Est-ce que ma question est claire? Oui. Enfin, des problèmes concrets. Si on prend... Je vais parler spontanément d'un domaine où j'ai longtemps œuvré, là, qui est le domaine de la santé mentale. Le domaine de la santé mentale m'apparaît un domaine un peu peut-être névralgique, peut-être un domaine clé où on pourrait effectivement faire ce pont-là entre santé sociale, parce que bon, oui, on est dans le domaine médical souvent, de la psychiatrie, bon, puis bon, la prise de médication et tout, mais bon, en même temps, les autres professions, que ce soit les travailleurs sociaux et autres, sont souvent même très présents. Il y a des enjeux, bon, on sait bien, c'est pas la médication qui crée un réseau social. Donc, il y a des enjeux extrêmement importants d'intégration sociale. Bon, et ici au Québec, quand on pense au domaine de la santé mentale, puis c'est pas historiquement, c'est au niveau des ressources communautaires, des ressources alternatives en santé mentale qu'on a mis de l'avant dès les années, fin des années 70, début des années 80, qu'on a mis l'accent sur justement la valorisation du savoir des usagers et tout. Bon, maintenant, on le voit bien avec des gens comme bon, Jean-François Pelletier ou bon, c'est même repris par à Montréal, l'Institut universitaire, que ce soit le Douglas ou dans l'est de l'île, l'ancien Louis-Hippolyte Lafontaine, on met beaucoup l'accent justement sur la participation des usagers, mais ici au Québec, malheureusement, moi ce que je constate, parce que je proviens du milieu communautaire, c'est souvent des réseaux qui s'ignorent. Si effectivement le réseau 1 était capable de faire cette jonction-là entre le patrimoine d'expertise qui provient du secteur communautaire avec ce qui émerge, non seulement plus ce qui émerge, mais bon, ce qui se fait maintenant au niveau des services publics dans le domaine de la santé mentale par rapport à la participation des usagers. Je pense à, je sais pas, un père aidante à Notre-Dame et tout. Et le réseau, c'est une idée, là. Mais si on voulait agir, ça pourrait peut-être être une... parce qu'à l'heure actuelle, on est en silo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Paul. Daniel, je pense qu'il y a Marie-Dominique Beaulieu qui est prête à intervenir. M'entendez-vous? Oui. Ah bon, bonjour Paul. Oui, bonjour Marie-Dominique.
C'était très intéressant. J'ai beaucoup apprécié, puis j'ai beaucoup apprécié le contexte aussi que tu nous as bien fait comprendre. Ce qui nous montre comment c'est des choix de société aussi, les choix d'organisation de services. Là, en tout cas, je trouve ça vraiment intéressant. J'aurais le goût de dire, on a compris presque pourquoi l'Écosse voulait se séparer du Royaume-Uni, de l'Angleterre, mais bref, on ne rentrera pas dans la politique. Ben, peut-être deux questions, un qui est un commentaire, mais aussi une question. Un qui est la première question, commentaire, proche de la question de Jeannie au niveau de la première ligne. On parle beaucoup de la santé mentale, c'est sûr. Moi, comme médecin de famille, je me demandais autour des gens qui ont des problèmes de santé chronique, les problèmes, puis c'est un défi, la pratique souvent de la médecine de famille. OK, j'étais trop fort, ça a l'air. Bref, donc, donc, on a des personnes qui sont aux prises avec des problèmes, on va dire, de santé plus physique, que ce soit la maladie pulmonaire chronique, le diabète. Mais évidemment, ça s'inscrit dans leur vie, puis souvent leurs contextes sociaux, leurs ressources, bon, ça fait partie pour nous comme médecins de famille de voie de passage pour les aider à améliorer leur santé en général. Fait que je me demandais peut-être d'avoir une question en Écosse, ce que tu as vu. Est-ce que ces façons-là, centrées sur les effets, où les gens peuvent choisir des services, puis où on intègre finalement prendre en soin le contexte social, c'est intégré dans des programmes qui s'intéressent à des maladies chroniques ordinaires. Là. Ça, c'était une des questions. Puis je peux peut-être te demander l'autre. Puis là, c'est aussi, on a un peu échangé nous aussi, car l'unité soutien a comme mandat de soutenir le développement de la recherche aussi sociale en services de santé, où on en est dans ce que tu as vu sur la capacité de vraiment mesurer justement ces résultats-là. Là. Je trouve que c'est intéressant la différence entre extrant et résultat. Hein. Puis, est-ce qu'il y a des avenues de recherche intéressantes à ce niveau-là? Donc, deux questions. Oui, OK. Donc, par rapport peut-être justement avec la dernière concernant la mesure des résultats, puis bon, j'ai été rapidement, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que en Écosse, l'approche qui est mise de l'avant pour la personnalisation des services, c'est une approche de nature qualitative qui s'appelle Talking Point Personal Outcome Approach, qui a été développée suite à des recherches qui ont été menées, entre autres, là, en Angleterre auprès des personnes âgées et eux, en Écosse, ils l'ont conceptualisé, bon, on continue à faire des recherches et bon, ils ont vraiment développé tout un modèle au niveau de Talking Point et il y a trois grandes dimensions là, qui sont mises de l'avant, qualité de vie, comme par exemple parlant, bon, est-ce que la personne se sent en sécurité, est-ce qu'elle a des choses à voir, est-ce qu'elle a un réseau social. La deuxième dimension, c'est le processus. Est-ce que la personne se sent écoutée? Est-ce qu'elle a quelque chose à dire? Est-ce qu'elle est traitée avec respect? Et la troisième dimension, c'est le changement. Est-ce que la personne, par exemple, ses symptômes ont diminué? Est-ce que sa confiance s'est améliorée? Est-ce que ses habiletés se sont aussi améliorées? Mais vous comprendrez que une approche qualitative au niveau de l'agrégation des résultats, c'est pas facile. Il y a un projet qui a été développé de recherche qui s'appelle Meaningful and Measurable, qu'on peut trouver de l'information sur le web là, par rapport à ce projet de recherche-là, Meaningful and Measurable. C'est Elsa Cook et Mme Miller qui ont travaillé là-dessus. Enfin, si jamais il y a des gens qui avaient des références, simplement entrer en contact avec moi, mais c'est sûr que, et là, ils ont justement, dans différents consuls, ils ont fouillé dans les dossiers et tout, et bon, bien franchement, ça demeure un enjeu là, en termes d'intervention, comment effectivement que le travailleur social va mesurer et l'inscrire dans le dossier si effectivement il y a eu un changement.
Ça, c'est l'approche qualitative qui est la plus répandue dans les services publics sociaux en Écosse. Il y a aussi un outil informatisé qui s'appelle iRock, qui a été développé par un organisme communautaire dans le domaine de la santé mentale, qui est un peu, Marie-Dominique, comme un peu comme le projet Baromètre qu'on a développé ici au Québec. Là, bon, là, on est dans le Canti, puis bon, mais c'est surtout Talking Point là, qui est mis de l'avant et ça se situe tout à fait bon, dans une logique là, de personnalisation, mais comme je dis, la mesure des effets n'est pas nécessairement évidente avec ces grandes dimensions-là, mais ce qu'on nous dit, à tout le moins, c'est que ça quand même mobilise le personnel et les usagers, les proches. Par rapport à la première question concernant les médecins de famille et bon, la gestion là, des personnes qui ont des maladies chroniques, ce qu'on entend là-bas, c'est qu'il ça demeure un enjeu, mais c'est justement comment dépasser uniquement cette logique-là, bon, de médication, bon, de gestion des symptômes simplement dans une logique là, de dispensation de services. Est-ce que, par exemple, les médecins, c'est pour ça que je parlais tantôt, peut-être trop rapidement, de pratiques intégrées, est-ce que, par exemple, les médecins de famille dans Primary Care, est-ce qu'ils sont branchés, par exemple, sur les ressources communautaires ou les banques, comme par exemple les banques de temps? Est-ce qu'effectivement, bon, lorsque une personne a une maladie chronique, est-ce que les médecins connaissent encore une fois bien les ressources de la communauté? Est-ce qu'il y a des associations avec lesquelles on peut entrer en contact? Et on essaie aussi, dans cette logique-là de pratique intégrée, d'agir sur les déterminants pour sortir uniquement de cette logique-là de service. Fait que, et ça, bien honnêtement, c'est un domaine avec lequel je suis moins familier. Ce lien-là au niveau des médecins. Ce que j'en ai compris, moi et mes collègues quand même, c'est encore là, on cherche, puis j'ai eu un slide un peu là-dessus, on cherche toujours de faire du networking, toujours d'avoir du réseautage sur une base territoriale pour faire en sorte que les médecins puissent échanger aussi avec les autres professionnels. Tu sais, moi, je ne l'ai pas mis comme enseignement, là, mais cet enjeu-là de territorialisation est extrêmement important. Mais c'est sûr qu'à mon avis, ils sont aidés dans le sens d'avoir un gouvernement, une forme de gouvernement territorial, intersectoriel, qui permet d'avoir une vision large de la communauté. À mon avis, c'est extrêmement intéressant, mais bon, c'est très loin de ce qu'on peut envisager au Québec à court et moyen terme. Merci. Merci beaucoup, Paul. Donc, on a encore quelques minutes pour des questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être, est-ce qu'on peut demander à des participants du rappel de Laval de poser une question? Est-ce qu'il y a des réactions du rappel de Laval? Non? OK. Peut-être le rappel de Miguel? OK. Peut-être à Sherbrooke? Est-ce qu'il y a des collègues de Paul qui ont des questions? OK. C'est simplement mentionné. Pardon? Vas-y, Paul. Non, c'est vraiment mentionné aussi, je regardais mes notes là, qui existent pour les gens que ça intéresserait. Là, c'est pas juste propre à l'Écosse, parce que bon, toujours par rapport au lien entre la recherche bon, et les services publics, c'est plus large que la première ligne, mais bon, ça touche beaucoup aussi la première ligne, c'est que le gouvernement au Royaume-Uni, ils ont développé avec un budget quand même substantiel des antennes, des projets qui s'appellent WhatWorks. Donc, vous avez un WhatWorks au Pays de Galles, vous en avez un en Angleterre et vous avez WhatWorks Scotland avec plusieurs millions de livres sterling. Et c'est justement dans cette idée-là d'être en appui à la transformation des services publics. Fait que, ce message-là, bon, je ne l'ai pas mis dans les implications, peut-être que j'aurais dû, c'est à quel point
mais là-dessus, effectivement, le Québec, en principe, justement, avec le réseau 1 et avec le SRAP, mais à quel point c'est important, nous, comme chercheurs, d'être proches des milieux de pratique et d'être en appui à la transformation des services publics. Les Écossais croient beaucoup à l'apport ce qu'on peut appeler evidence-based ou informed evidence-based, mais à quel point que c'est important d'avoir de la recherche ancrée dans le milieu et en soutien à la transformation des pratiques, parce qu'encore une fois, l'Écosse vit des transformations démographiques extrêmement importantes et avec là aussi, ils ont des redditions de comptes, mais eux estiment, puis encore une fois, cette idée-là de faire la jonction entre les services individuels et le community building pour développer des pratiques intégrées, c'est au cœur du modèle écossais. Et je pense qu'au Québec, à une certaine époque, on était peut-être plus proche de ça qu'on l'est aujourd'hui, mais bon, ça, c'est un autre chapitre. Ça. Okay. Mais moi, j'aurais peut-être une dernière question, Paul, puis après ça, je vais terminer le webinaire. Oui. Mais vous pouvez parler un peu d'une approche qui est vraiment centrée sur les effets, les outcomes. Puis, est-ce que vous pouvez clarifier quelque chose? Quel est le rôle du gouvernement dans la définition des outcomes qui sont importants? Puis, quel est le rôle des patients eux-mêmes, puis les communautés, puis les organismes communautaires? Comment est-ce que ça se partage, cette responsabilité de définir les outcomes qui sont importants? Ben, je veux dire, au niveau ministériel, au niveau gouvernemental, par exemple, dans l'ensemble des politiques publiques ou sociales, ils vont dire, bon, ben, je sais pas, par exemple, on veut réduire la pauvreté de 30% dans les 10 prochaines années. Donc, après, là, ça descend au niveau des councils. Bon, mais quels sont, si on veut effectivement réduire la pauvreté, bon, ben, ça veut dire que, par exemple, qu'il faut construire tant de logements sociaux, il faut qu'effectivement diminuer le logement, il faut diminuer le décrochage scolaire, et donc, on est dans cette logique-là. Et au niveau des personal outcome au niveau, en Écosse, au niveau des usagers et des proches, et j'insiste là-dessus, là, c'est vraiment usagers et proches. Bon, ben, en fonction des trois grandes dimensions que j'ai mentionnées tantôt, là, quality of life, process and change, bon, ben, comment, let's talk about. Et on peut, quand talking point, c'est vraiment cette idée-là. On est dans la conversation. C'est pour ça que, tu sais, le fait que le travail social, le bas, ne veut plus se situer dans une logique technique, mais dans une logique qui réfère aux valeurs de base de cette profession-là, on jase. Let's talk about, bon, vous vivez telle difficulté, bon, par rapport à votre qualité de vie, bon, ben, on en parle et bon, ensemble, on va définir vers où vous voulez aller et ça va vraiment constituer le fil d'Ariane de votre de notre intervention et en bout de piste, bon, ben effectivement, comment on peut constater à la fin de l'intervention, ben, comment ça a progressé. On est vraiment dans cette idée-là. On n'est pas dans une idée là, de cadrer, on est vraiment dans cette idée-là, encore une fois, de converser. Let's talk about it. Donc, comme je vous dis, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et à mon avis, ça a beaucoup de... Et c'est tout à fait en lien avec ce qui se déroule dans le domaine de la santé, mais je terminerai là-dessus. La particularité de ce qu'on a pu constater en Écosse, c'est que tout le discours et les pratiques au niveau justement de l'implication des usagers est venu du domaine social et a migré vers la santé. Tandis qu'ici au Québec, dans le domaine des services publics, parce que dans le domaine des ressources communautaires, ça fait longtemps qu'on met de l'avant l'expertise des usagers, mais force est de constater que dans le domaine de la santé, pour de la participation des usagers est venu du domaine de la santé. Bon, donc c'est en finale. Je vous remercie. Allô? Est-ce qu'on a perdu? Oui, excuse-moi. Donc oui, merci Paul. Donc dans le fond, on va finir avec ça. Donc j'ai juste une minute. Excuse-moi pour le son en arrière. Donc juste pour vous rappeler que maintenant, à partir de maintenant, vous pouvez accéder à des crédits de formation pour tous les webinaires. Donc si c'est pertinent pour vous, si vous pouvez contacter Daniel Shermer. Notre prochaine invité, ce serait Annick Giguère, ma collègue à l'Université Laval, qui nous présenterait ses travaux sur les boîtes à décision. Donc, une présentation sur la prise de décision partagée. Et, je vous encourage de devenir membre si vous n'êtes pas membre du réseau 1. Donc, le lien est là. Puis, il va y avoir aussi un bref sondage après ce webinaire. Donc, ceci est requis pour nous
selon notre entente avec le Collège des médecins. Donc, s'il vous plaît, complétez ces sondages, sont très importants pour nous. Donc, c'est ça, le temps est terminé. Donc, merci beaucoup d'être ici avec nous. Merci à Paul pour sa belle présentation. Puis, on vous verra au mois prochain. Merci, bye-bye. Merci.